À lui d'ajouter durant son discours d'ouverture qu'après l'accord de tous les partis politiques, principaux acteurs des élections, on n'attendra plus personne et rien ni personne ne pourra faire obstacle à l'organisation des élections. Il est temps de mettre en place l'alternance démocratique et pour cela, des élections libres et transparentes sont primordiales. Cette rencontre se déroule à huis clos et n'a été assistée par aucun membre du gouvernement vital. Elle a été également marquée par l'absence des leaders des trois mouvances, Ratsirak, Ravalmanan et Zafi Albert. Et jusqu'alors, aucune déclaration n'a encore été faite. Nous aurons dans nos prochaines éditions les échos de cette grande réunion. Alors que les partis politiques se réunissaient avec le président de la transition, les leaders des trois mouvances ont annoncé aujourd'hui la mise en place très prochainement d'une transition. Le professeur Zafi Albert a déclaré la reprise des meetings au Magro de Beoujiskia à partir de demain, ainsi que l'élaboration de ce qu'il appelle l'acte de naissance de la transition. Nous écoutons les propos du professeur Zafi Albert à la Villa Elisabeth, recueillis par Zaka Serge et Semran Djemalal. À partir de cette semaine, nous allons mettre en place les institutions de la transition jusqu'à ce qu'il y ait une négociation véritable pour mettre en place une transition véritable. Parce que nous avons trop attendu, le peuple a trop attendu, c'est trop maintenant. Donc parce que nous sommes décidés à mettre en place des institutions, nous ne demandons pas le soutien de l'armée, mais qui reste neutre. Il y a 4 ou 5 jours, j'ai eu un coup de fil avec M. Sissalo. Alors je lui ai dit carrément, si c'est signé le fait de route tel que c'est présenté par M. Simao, il dit niet. Alors M. Sissalo m'a dit ceci clairement. Monsieur le Président, il ne s'agit pas de signer une feuille de route. Il s'agit de signer ce plan d'engagement comme quoi toutes les parties acceptent de se mettre autour de table pour discuter. Ouverture aujourd'hui du Salon des études internationales, au Carlton, un lieu de rencontre et d'échange entre universités nationales, internationales et étudiants malgaches. Une occasion également de comprendre les études à l'étranger. Les commentaires sur un reportage de Liliane Randemloul. Programme tous les thèmes liés à l'international, des études à l'étranger, en passant par les stages de langue, les modalités d'échange entre pays, leurs filières d'excellence, les bourses d'études et les stages professionnels. Le Salon des études internationales rassemble les universités malgaches, étrangères et les étudiants de tous horizons. Il vise le recrutement des étudiants malagasy au sein des universités et les grandes écoles étrangères. Il s'agit aussi de les donner des informations sur l'inscription, les diplômes requises et les notes exigées pour être reçus. Le ministre Tongave Athanase a souligné qu'il ne suffit pas de découvrir d'autres pays, mais d'acquérir de nouvelles connaissances et de bonnes bases. Après ces études, ils retourneront dans le pays pour contribuer à son développement. À ce salon, une dizaine de participants présenteront leurs activités pendant 2 jours, à l'instar de l'ISCAM, le Boomerang Study Australia et l'Alliance française de Madagascar. Place à l'environnement, le parc d'Issalo a été victime d'incendie dans le circuit Namasa en octobre 2010. Pour restaurer la végétation détruite par les feux, un reboisement a été effectué par les tours opérateurs malgaches afin de reconstruire l'habitat des lémuriens de cette zone. Oliviane de Mapian. Des espèces d'arbres familiers au parc national d'Issalo ont été plantées dans le circuit Namasa. Plus de 300 pieds de Vomé, de tamarinier, de asne, de rouge et de sakou. La manifestation a été organisée par l'Association des tours opérateurs professionnels à Madagascar, ou TOP. Celle-ci célèbre son 20e anniversaire. Le choix de ce circuit s'explique par le fait qu'après l'incendie d'octobre dernier, les lémuriens sont revenus dans leur ancien habitat une fois le feu éteint. Ces primates se nourrissent d'ailleurs de ces arbres et de leurs fruits. 22 000 hectares du parc Issalo ont été dévastés par le feu, dont 16 000 hectares localisés dans le circuit Namasa. Puisqu'Issalo est un des sites enregistrant la plus haute fréquentation à Madagascar. Cette année, le pays projette d'accueillir près de 255 000 touristes. Les efforts pour faire connaître la grande île à l'étranger se poursuivent. D'ailleurs,
L'association des tours opérateurs professionnels participera au salon ITB de Berlin du 9 au 12 mars prochain. À l'étranger, malgré la pression des États-Unis, Muammar Kadhafi résiste. Une fois de plus, il refuse de reconnaître les manifestations populaires contre lui. Au large de son pays, des navires de guerre américains pourraient intervenir s'il le faut, selon le secrétaire américain à la Défense. De ses partisans, mais aussi sous l'étroite surveillance de ses gardes du corps, le colonel Kadhafi s'est livré ce mercredi à son exercice préféré. À l'occasion du 34e anniversaire de l'établissement du pouvoir des masses en Jamaïria et devant un parterre de fidèles, de diplomates et de journalistes, il s'est adressé au peuple en maniant désormais au quotidien sa nouvelle arme, nier l'évidence. Pour lui, il n'y a dans le pays que des manifestations de soutien à son régime, les morts ont été tués par des membres de cellules dormantes d'Al-Qaïda, et les menaces extérieures contre le pays ne visent qu'à rétablir un pouvoir colonial et à faire main basse sur le pétrole libyen. Une démonstration de force en réponse à celle de Washington qui a annoncé l'envoi de navires de guerre dans la zone via le canal de Suez pour se positionner au large de la Libye. En coordination avec leurs homologues européens, les militaires américains préparent en effet différentes options concernant la situation libyenne, tout en maintenant le flou sur une éventuelle intervention. J'ai aiguillé plusieurs navires vers la Méditerranée. Le USS Kearsarge et le Ponce vont bientôt entrer en Méditerranée pour nous permettre, si besoin, de procéder à des évacuations en urgence, mais aussi pour fournir une aide humanitaire. Outre la pression économique que constitue la mesure de blocage de 30 milliards de dollars d'actifs libyens, Washington étudie également avec l'OTAN une série d'actions d'accompagnement. Une des actions à l'étude est une zone d'exclusion aérienne. Il y a des arguments en faveur de ça. Cela pose aussi des problèmes, mais elle est toujours activement prise en compte. Sur le terrain, surtout du côté de Benghazi à l'est, où toutes les villes sont déjà tombées, la rébellion continue d'osciller entre le désir de marcher sur Tripoli pour en déloger Kadhafi et la peur de voir ces hommes ou ces avions ressurgir pour tenter de semer la mort avant de sombrer. Et nous restons sur la crise en Libye. La situation est critique au principal poste frontière. Les réfugiés affluent et les conditions sont de plus en plus mauvaises. En Tunisie, ils sont des milliers de déplacés à attendre et à déplorer l'inaction de leur gouvernement. La foule, toujours plus nombreuse au principal poste frontière entre la Libye et la Tunisie. 10 000 personnes affluent ici chaque jour, peut-être même plus. Des Égyptiens, des Maliens, des Nigérians, tous ces travailleurs que la Libye et ses pétrodollars avaient attirés et qui tentent aujourd'hui de fuir les violences. Soit vous allez là-bas pour organiser tout ça, soit vous augmentez les capacités de transit côté tunisien et vous les laissez rentrer. On essaie de faire les deux, mais le nombre est énorme. Une fois franchi la frontière, côté tunisien, les réfugiés s'entassent comme ils peuvent en espérant être rapatriés chez eux. Mais pour ces Égyptiens, l'attente est interminable. On est fatigué et on n'en peut plus de ce qui nous arrive. On vous supplie de nous aider. On n'a pas laissé tomber notre pays. On est parti parce qu'on voulait se battre contre la pauvreté. On a passé plusieurs jours à l'aéroport de Tripoli et maintenant ça fait 4 jours qu'on est ici. 10 jours qu'on est comme ça, 10 jours que je n'ai pas pris de douche, qu'on est dans le froid, sous la pluie. On est des êtres humains ou non? L'armée tunisienne et le HCR ont monté ce camp, mais déjà il arrive à saturation. Mon appel, c'est d'évacuer le plus rapidement possible ces gens-là. Ils sont passés là, après un long voyage, après une fatigue très très importante. Et là, ils sont un petit peu soulagés. Je crois qu'après 3 jours, il faut qu'ils partent, il faut qu'ils laissent leur place à d'autres. L'ONU en appelle à l'aide de la communauté internationale. La France a annoncé qu'elle évacuerait au moins 5000 travailleurs égyptiens.
Et dans le reste des actualités internationales, Galliano, le styliste de Christian Dior, a été licencié pour des propos antisémites. Au Pakistan, le ministre des minorités religieuses a été assassiné. Et au Yémen, les manifestations contre le président Ali Abdullah Saleh s'intensifient. Le monde en bref. Pression sur le président Saleh s'accentue au Yémen. Mercredi, des milliers de personnes se sont de nouveau retrouvées devant l'université de Sanaa pour réclamer le départ d'Ali Abdullah Saleh au pouvoir depuis 32 ans. Le président a limogé mardi les gouverneurs de 5 provinces qui menaient la contestation. Une décision qui n'empêche pas le mouvement de prendre de l'ampleur. Faire tomber le président Saleh est devenu la priorité des sécessionnistes sudistes qui, à leur tour, appellent à rejoindre la révolution des jeunes. Un ministre assassiné au Pakistan mercredi. Son véhicule a été criblé de balles à Islamabad par des inconnus. Shahbaz Bhatti était le ministre des minorités religieuses. Ce catholique militait notamment pour la suppression de la peine de mort en cas de blasphème. La loi qui prévoit cette peine pourrait être amendée. Depuis 2 mois, les manifestations hostiles à toute modification se multiplient. Le Pakistan est très majoritairement musulman. Après l'assassinat de Shahbaz Bhatti, l'Union européenne a dénoncé le climat d'intolérance et de violence dans le pays. Bye bye Galliano, le styliste britannique est licencié par Dior. La maison de couture française préfère se séparer du créateur, accusé d'avoir tenu des propos antisémites et racistes. John Galliano fait l'objet de 2 plaintes depuis la semaine dernière. Pour le moment, le défilé Dior prévu vendredi dans le cadre de la semaine de la mode à Paris est maintenu. Et pour terminer, en Haïti, les cas de choléra ont diminué chez les enfants, mais les conditions d'hygiène sont toujours déplorables et la mise en place d'infrastructures d'hygiène et sanitaires est urgente. Côté reconstruction, les défis sont nombreux et les aides internationales devraient contribuer à l'avancement des travaux. Reportage. En Haïti, 810 000 personnes vivent encore sous les tentes dans des camps et des centaines de milliers d'autres sont toujours sans foyer. Ces conditions de vie compliquent les efforts pour endiguer l'épidémie de choléra. Les médecins des organisations humanitaires ont constaté une diminution de cas de choléra chez les enfants. C'est encourageant. À un moment donné, il y avait beaucoup plus d'enfants, des enfants. Maintenant, ça a un petit peu changé, il y a plus d'adultes que d'enfants. Maintenant, si vous voyez dans la salle des enfants, il n'y a que 2. Vous voyez, donc il y a une nette amélioration. Toutefois, les conditions sanitaires compliquent les efforts pour supprimer les bactéries mortelles. Médecins et infirmières continuent à soigner chaque jour les patients qui, pour la plupart, peuvent être soignés par réhydratation. Les antibiotiques sont utilisés pour les cas les plus graves. Pour éviter une évolution de l'épidémie de choléra, il faut installer rapidement du matériel d'assainissement. La commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, coprésidée par l'ancien président américain Bill Clinton, a approuvé une dizaine de projets d'un montant de 255 millions de dollars sur la santé, l'emploi et le relogement. Nos personnels ont commencé à présenter des plans à la Commission sur la façon dont ils allaient atteindre leur but concernant l'énergie, l'enlèvement des gravats et les logements. Prochainement, nous parlerons de santé, d'éducation et de création d'emplois. Le pays reste sous perfusion. La Banque interaméricaine de développement a octroyé un don annuel de 250 millions de dollars sur une période de 10 ans pour Haïti. Malgré ces dons, la pauvreté persistante, le problème du foncier qui entrave la reconstruction pour les sans-abri, les inondations et la situation politique incertaine demeurent les éternels défis pour la renaissance d'Haïti. Point final à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur la chaîne nationale. Au revoir.